Aujourd'hui, je vais te parler du Menteur de Corneille et je vais m'intéresser plus particulièrement à la dimension de la mise en abîme du théâtre à l'intérieur de la pièce. Donc déjà, l'intention de Corneille dans cette pièce est aussi de renouveler la comédie. La comédie au XVIIe siècle, c'est un genre mineur par rapport à la tragédie, qui est le genre majeur et le genre noble est considéré à cette époque. Et effectivement, on trouve que par rapport à la tragédie, la comédie, à cette époque-là, est vue comme un genre pas assez sérieux, qui est plutôt proche de la farce parce qu'il en prend son origine dans la farce. Et donc, l'une des solutions que va trouver Corneille pour donner ses lettres de noblesse à la comédie, c'est de créer le genre de la comédie de mœurs, enfin de créer une pièce qui correspond à la comédie de mœurs, c'est-à-dire une comédie qui s'intéresse à critiquer et les mœurs, c'est-à-dire les comportements de son époque, pour instruire le public. L'autre raison pour laquelle on déconsidère ce genre, c'est qu'on trouve que les sujets antiques qui sont utilisés dans les comédies sont un peu trop revus et refaits. Et donc, Corneille va aussi renouveler les sujets de la comédie, notamment dans Le Menteur, où il s'inspire des comédies espagnoles, notamment La Vérité suspecte de Alarcón, représentée pour la première fois en 1624. Donc c'est ainsi qu'il renouvelle les sujets de la comédie. Autre raison pour laquelle la comédie peut être déconsidérée à cette époque, c'est une question religieuse. Dans le débat religieux, le théâtre est vu comme un mensonge. Donc, tu vois ici le lien avec la pièce qui s'appelle Le Menteur. Et donc la comédie, le théâtre, est dénoncé par la religion. Et donc l'une des manières dont Corneille va essayer de surpasser, de surmonter ce discours anti-théâtre religieux, c'est en se distinguant du mensonge et donc de la fable, c'est-à-dire de l'histoire qui n'a aucun lien avec la réalité. Enfin, aucun lien, j'exagère un petit peu. Alors, c'est paradoxal parce que la pièce s'appelle Le Menteur, donc il plonge complètement dans le mensonge. Mais ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'il place sa comédie dans un espace-temps réel, celui du Paris quotidien et contemporain de son public. En plus, la pièce, comme c'est une comédie de mœurs, vise aussi à montrer les fonctionnements sociaux du mensonge et à critiquer la société, et donc à donner une empreinte réelle, vraie, à sa pièce, malgré le titre. On peut y voir un jeu, évidemment. De plus, dans la pièce Le Menteur de Corneille, on peut voir émerger les règles du classicisme, les règles du théâtre pendant le classicisme, notamment avec la règle des 3 unités, donc une unité de temps, une unité de lieu et une unité d'action. Alors une unité de temps, il joue quand même avec ses règles, hein, parce que déjà l'unité de temps, bien, ça dure bien 24 heures, mais ça comprend la nuit à l'intérieur, donc déjà, il joue un petit peu avec cette idée-là. L'unité de lieu, on a 2 lieux, mais qui sont effectivement très proches, sont des lieux très communs qui en fait servent les mêmes intérêts, c'est-à-dire que ce sont des lieux extrêmement publics qui sont connus de son public noble parisien et qui, pour eux, représentent un petit peu la même sociabilité. Et si on passe des Tuileries à la place Royale, c'est juste pour permettre notamment cette scène à la fenêtre qui n'aurait pas pu avoir lieu aux Tuileries. Donc il était nécessaire de trouver une autre place. Tout aurait pu se faire à la place Royale, mais déjà ce jeu de lieux qui change, on en reparlera plus tard dans la vidéo, mais ça ne vient pas trop embêter cette unité de lieu. Ensuite, une unité d'intrigue. Alors, elle est mise à mal, cette unité d'intrigue, même si effectivement il y en a une l'intrigue est unique, notamment parce que tous les fils de l'intrigue viennent s'entremêler ensemble et là, le dénouement vient dénouer tous les fils en même temps. Donc, il n'y a pas de sous-intrigue qui ne serait pas reliée à une intrigue principale. Cela dit, l'intrigue principale est extrêmement
multiplié, si j'ose dire, subdivisé plutôt, si on veut garder quand même cette idée d'unité, par les différents mensonges de Dorante, qui sont autant de vérités alternatives ou d'intrigues alternatives qu'il propose à la scène, mais qui sont toutes quand même mises à mal par le quiproquo qui va permettre finalement, de manière assez paradoxale, c'est le quiproquo qui va permettre une unité à cette intrigue. Donc on voit ici qu'il y a déjà un jeu avec les règles. Jeu avec les règles aussi, avec les deux autres règles très importantes dans le classicisme, qui sont la bienséance et la vraisemblance. La bienséance est plutôt ici respectée, bien qu'on ait un personnage qui monte de manière un peu trop, affirmée. Alors la vraisemblance est, elle, clairement mise à mal, notamment par les différents mensonges de Dorante qui viennent questionner en fait la vraisemblance, le caractère plausible de ces idées et le fait que surtout les personnes l'âge qui l'écoutent le croient. Au bout d'un moment, c'est un peu trop gros et bien sûr, c'est pour montrer aussi le caractère extraordinaire de Dorante qui arrive à convaincre son auditoire de n'importe quelle histoire, même la plus grosse possible. Mais on a aussi dans le théâtre de Corneille un jeu sur la vraisemblance à peu près dans toutes ses pièces où il vient fournir en fait une vraisemblance extraordinaire, c'est-à-dire certes c'est plausible mais c'est vraiment à l'extrême de ce qui est plausible et on le voit très bien avec cette fin assez unique de la pièce du menteur où finalement le menteur n'est pas du tout puni et les choses se règlent de manière un peu extraordinaire pour son bienfait, alors même que lui avait déjà abandonné le fait que ça allait atteindre son but. Puisque quand il dit qu'il veut se marier avec Lucrèce, en fait à ce moment-là, quand il le dit à son père, il ne veut déjà plus trop se marier avec elle. Et en fait, il s'avère que Lucrèce est bien la femme pour laquelle il a changé de sentiment. Et donc tout finit par bien s'accorder, mais effectivement de manière très hasardeuse. Il a beaucoup de chance, donc il y a un caractère très extraordinaire ici au règlement, au dénouement de la pièce. Donc ça c'est pour tout ce qui est donc ce renouvellement de la comédie avec Corneille dans Le Menteur. Mais on a aussi le fait que le mensonge dans la pièce, j'ai déjà commencé à en parler juste avant, est une manière de parler de la représentation théâtrale et c'est pour ça que je parle de mise en abîme du théâtre. En effet, on peut voir Dorante et sa manière de mentir comme une sorte de métaphore du travail du comédien, du travail du dramaturge et même du metteur en scène. Puisque comme Dorante, les comédiens font semblant d'incarner un autre personnage. Et Dorante, on peut voir ces différents mensonges comme autant d'incarnations d'un personnage différent, d'un jeu d'acteur en fait, où il incarne toujours une identité différente, comme le ferait un comédien avec des personnages. Comme les comédiens, l'engagement de Dorante, c'est de faire comme si c'était vrai. Le tout est pour Dorante de faire vrai, comme les comédiens. C'est-à-dire qu'il attache beaucoup d'importance à la vraisemblance de ces mensonges, et notamment on le voit dans le mensonge qu'il donne à son père autour. Alors toujours vraisemblance extraordinaire bien sûr, mais cette vraisemblance, elle justifie pourquoi est-ce qu'il va donner autant d'exemples, de détails à cette histoire qu'il raconte à son père pour justifier le fait qu'il s'est déjà marié avec une jeune femme sans son accord et qu'il l'a laissée à Poitiers. Ici, le caractère hyperbolique de l'histoire justifie une situation finalement extraordinaire où il aurait épousé une femme sans l'accord de son père alors que ça ne se fait pas du tout à cette époque-là. Donc le tout ici, bien sûr, dans cette histoire extraordinaire, c'est bien d'être vraisemblable, c'est-à-dire d'acquérir la crédulité, d'acquérir la croyance de son auditoire. Le but du théâtre, finalement, c'est de recréer la réalité, de la donner à voir, de la réinventer sur scène, mais dans le but de divertir.
ça aussi, ça justifie pourquoi Dorante peut être vu comme une sorte de dramaturge, c'est qu'il recrée une réalité parallèle, plausible, plus ou moins plausible, mais pour divertir son public, notamment parfois pour divertir Cliton quand il raconte son duel imaginaire avec Alcippe. Il opère toujours en fait un certain grossissement de l'histoire, non pas pour se mettre en avant, quoique c'est en partie pour cette raison-là, mais c'est aussi pour divertir, pour plaire à son public, pour rendre son histoire plaisante, comme le ferait un dramaturge. Un dramaturge, il ne va pas représenter la vie quotidienne et fade sur scène, parce que sinon personne n'irait voir sa pièce, mais il va essayer justement de la rendre plaisante et par une forme de grossissement, de caractère extraordinaire donné à ce quotidien, ce que fait exactement Dorante. Donc Dorante, en fait, ce qu'il donne à donner, ce qu'il donne à voir, à entendre, surtout à entendre, mais en fait dans sa manière de décrire les choses, il y a quelque chose quasiment visuel, sensitif. Dorante, comme un dramaturge, il va donner à entendre une réalité imaginée et plaisante. Comme par exemple avec l'un des premiers mensonges du festin qu'il aurait donné à une belle femme. Alors, pourquoi est-ce que je parlais du fait qu'il pouvait être aussi vu comme un metteur en scène? C'est parce que, par exemple, dans le mensonge du festin, il donne beaucoup d'emphase au préparatif, montrant bien qu'il y a une forme ici de mise en place de la mise en scène du décor pour mieux inviter son auditoire à s'imaginer les choses. Donc il y a cette idée de mise en scène, mais c'est aussi parce que en énonçant ces mensonges, il veut pousser les personnages, les autres personnages autour de lui, à agir selon ses intérêts. C'est notamment le cas avec son père, où s'il ment sur le fait qu'il a déjà une femme à Poitiers, c'est pour pousser son père, et d'ailleurs il y arrive, à agir et donc à rompre le mariage avec Clarisse. Donc on peut le voir ici, effectivement, comme un metteur en scène. Dorante donc transforme la réalité par son imagination, mais il est souvent rattrapé par le réel, tout de même, par la vérité. Mais cela dit, il arrive quand même à transformer la réalité selon ses désirs, puisqu'il obtient tout de même de se marier avec la femme qu'il aime, qui est la vraie Lucrèce. Et donc il y a quand même ici quelque chose de l'ordre du théâtre qui vient transformer la réalité pour de vrai. On peut aussi remarquer que Cliton admire Dorante, et comme Cliton est un peu le spectateur sur scène, il représente le spectateur sur scène, ça veut dire que Corneille pousse le spectateur à ressentir non pas du dégoût ou non pas à condamner les actes de Dorante, en tout cas pas totalement, mais surtout à ressentir une forme d'admiration parce que effectivement, Dorante, c'est l'acteur parfait, il est très convaincant dans ses rôles, il arrive à improviser au moindre moment, il a beaucoup d'audace, c'est-à-dire qu'il ose, il est très courageux dans cette manière de jouer avec les autres et avec le langage, il y a une forme de liberté aussi dans cette audace, où il cherche à être libre d'ailleurs, et puis surtout tout ça, évidemment, une sorte de créativité, d'inventivité, où il est prêt à n'importe quel moment à créer tout un conte de A à Z pour impressionner son public. Et donc tout ça, bien sûr, éveille l'admiration de Cliton, mais aussi des spectateurs. Et comme Dorante est un peu une sorte de métaphore du théâtre, si j'ose dire, eh bien, à travers cette admiration qu'on peut ressentir pour Dorante, c'est une admiration pour le théâtre qu'on peut ressentir. Donc, on peut voir aussi le menteur comme une forme d'éloge du théâtre, une forme de célébration du théâtre à travers le personnage de Dorante. C'est ce qui pourrait expliquer, donner une des clés d'interprétation de la fin. Quand Cliton dit « Comme en sa propre fourbe, un menteur s'embarrasse, peu saurait comme lui s'en tirer avec grâce. Vous autres qui doutiez s'il en pourrait sortir, par un si rare exemple apprenez à mentir. » Cet appel à mentir peut être aussi un appel à constituer et à venir voir des pièces de théâtre.
puisque ce sont finalement des mensonges anodins, les pièces de théâtre, des mensonges plaisants. J'en viens à mon troisième grand point, c'est que on peut voir aussi, et comme je l'ai dit, donc il s'agit de renouveler la comédie, d'en faire une comédie de mœurs, c'est-à-dire une comédie dans laquelle on vient dénoncer des travers de la société, on vient essayer de corriger ces travers de la société. Et donc dans ce mensonge qui vient montrer cette mise en abîme du théâtre, on peut voir aussi le motif du theatrum mundi. C'est un motif très présent dans l'esthétique baroque, qui correspond donc à cette comédie. En fait, c'est l'idée ici que le mensonge révèle une réalité, une vérité sur la société. Et ce motif du mensonge qui révèle une vérité sur la société, on le voit notamment dans l'épisode avec Clarisse qui se fait passer pour Lucrèce à la fenêtre. C'est qu'elle ment, elle tend un piège à Dorante dans l'espoir de pouvoir faire amener Dorante à être honnête et à révéler la vérité. Donc c'est le mensonge qui vient révéler la vérité. On a un autre moment où c'est le cas, c'est par exemple quand Géronte sait donc que son fils lui a menti grâce à Philiste, et il pose 2-3 questions à Dorante pour le mettre en difficulté et pour l'inciter à révéler la vérité. Et effectivement, le théâtre, comme je l'ai dit juste avant, sert à révéler une vérité sur le monde, ici à révéler la vraie nature de l'homme, ou une dimension de la nature de l'homme, qui serait ici sa propension au mensonge, à mentir. Et d'où ce motif du théâtre mundi. Théâtre mundi, c'est l'idée que le monde est un théâtre, que tout le monde en société joue un rôle. Et c'est là où on a une mise en abîme, c'est qu'on a du théâtre dans le théâtre, puisque les personnages jouent un rôle sur la place publique. Le personnage de Clarisse, le personnage de Dorante notamment, en particulier, jouent des rôles, font semblant à plusieurs moments dans la pièce, font semblant d'être quelqu'un d'autre. Clarisse, par exemple, dès le début de la pièce, elle fait semblant de tomber pour attirer le regard de Dorante. Et puis Dorante, évidemment, s'invente une multitude d'identités au fur et à mesure de la pièce. Mais ces personnages-là viennent en fait révéler quelque chose qui existe vraiment, et d'où l'importance des lieux qui sont choisis par Corneille, le lieu de la Place Royale, le lieu des Tuileries, ne sont pas des lieux anodins, ce sont des lieux où en fait on peut voir, on peut observer, on peut être le spectateur de ce theatrum mundi, c'est-à-dire de cette propension des nobles, des êtres sociaux, à se donner une apparence autre que ce qu'ils sont vraiment. Et donc ici, Corneille, par l'entremise de ces personnages, montre que le monde social est un monde trompeur, un monde d'apparence et d'illusion, où tout le monde doit faire semblant pour exister. Parce que c'est bien ça le problème avec Dorante, c'est que s'il en est venu au mensonge, c'est aussi parce que la société le demande. Pour être quelqu'un, il faut qu'il se crée une identité qui lui permette d'exister dans cette société, dans les Tuileries, sur la place royale. Parce que comme le dit très bien un personnage dans la pièce au bout d'un moment à Clarisse, c'est que Clarisse ne se serait pas intéressée à lui s'il ne s'était pas inventé cette fausse identité du chevalier qui a combattu vaillamment et glorieusement auprès du roi. Dorante ici ment donc par ambition pour avoir un statut dans la société. Mais aussi, il y a une autre dimension de ce mensonge qui vient un petit peu nuancer cette critique de la société, c'est que si Dorante est amené à mentir, c'est aussi parce qu'il veut échapper à une réalité un peu terne et fade, inintéressante. Non. Et donc il vient un peu comme réenchanter le monde grâce au mensonge, il vient faire... C'est comme si la fable faisait irruption dans la réalité pour lui rendre un caractère extraordinaire, plaisant et peut-être même vivable finalement.
Donc voilà mes quelques éléments pour mieux comprendre cette dimension de l'œuvre qui est très présente et qui vient bien s'accorder avec le parcours associé mensonge et comédie, puisque ça vient aussi montrer une autre dimension du mensonge dans la comédie, une autre fonction du mensonge dans la comédie. N'hésite pas à me poser des questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre et puis je te souhaite de bonnes révisions pour le bac.